Essorage à tous les étages. C'était vite vu. En ces temps de démission sur ordonnance, le linge sale ne se lavait plus en famille. À la limite, il s'essorait sur les réseaux sociaux et s'assouplissait dans des cellules d'accompagnement psychologique. Il s'exposait sous toutes ses coutures dans des autofictions rédigées après un long délai de prescription. À l'occasion, le linge sale s'étendait sur le divan ou bien, formule au choix, s'immergeait dans un bain de bonnes résolutions. Moyennant finance et un éditeur conciliant, il s'offrait en spectacle. Il s'étalait à grands coups de hashtag, se frottait avec vigueur au tollé du jour et en quelques clics, l'affaire était pliée. Le linge sale s'affichait sur écran. Instagram, Facebook, Twitter ou TikTok l'accueillaient avec verve et fracas. MeToo le relayait en temps et heure, et quelques bien-pensants, toujours sur le qui-vive, lui passaient volontiers un savon. Mais tous les regrets du monde n'y pouvaient rien changer. Le linge sale était ce qu'il était. Il sentait l'embrouille, il filait un mauvais coton, il faisait tache. Parfois, il annonçait un peu trop la couleur, prêchait le faux pour savoir le vrai, se teintait de remords qui n'avaient pas lieu d'être. Se morfondait dans des mixtures douteuses et s'enlisait dans des laïus adoucissants. Sa médiatisation à outrance présageait du pire. Plus on le déballait, plus il en rajoutait, et plus on l'enjolivait, plus il s'enlaidissait. À force de laver son linge sale en public, le pleurnicheur lambda rameutait le banc et l'arrière-banc de la conscience en berne. Idéalement, cela s'accompagnait d'un rétropédalage immédiat. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, un aveu par-ci, une larme par-là, et c'était reparti pour cette décérébration programmée que l'on désigne sous le nom de télé-réalité. À peine avait-il écrit ces lignes qu'Émilien se sentit pris d'une inspiration soudaine. Le linge sale, ça le connaissait. Les familles recomposées ou décomposées aussi. Son manuscrit en avait pris acte officiellement depuis quelques semaines, officieusement depuis presque toujours. Quant à son éditeur, il s'attendait au grand déballage de l'année. Il lui laissait carte blanche. Il l'encourageait même à verser son trop-plein de désillusions dans une autofiction de son cru. Dès lors, ses pages se couvraient d'une encre analytique et sa plume jusqu'au boutiste avait l'audace de qui n'a plus rien à perdre. S'ensuivaient quelques pages écrites au lance-flamme, quelques griefs mitonnés à point, quelques attaques au vitriol contre un atavisme problématique. Le compte à rebours ne faisait que commencer. La minuterie oedipienne était en soi irréversible. Il savait d'expérience qu'il n'y avait pas en matière familiale de bénéfice d'inventaire. Il venait même d'apprendre par un tiers qu'un lointain cousin convoquait ses parents en justice. C'était d'époque. On portait plainte pour un oui ou pour un non. On s'arrachait le moindre bout de gras, on s'empressait de revendiquer, on ne savait quoi pour on ne savait quelle cause. Les psys s'occuperaient du reste, quelques personnes bien attentionnées feraient passer la chose avec des phrases édulcorantes. D'autres, plus rousseauistes, parleraient d'hommes déconstruits. Ça ne le concernait pas. Émilien était de ceux qui se cherchent encore à 30 ans passés une charpente, une ossature existentielle, un point fixe autour duquel édifier un rien de raison d'être. Seuls des mots lancés à l'aventure pourraient peut-être le remettre d'aplomb.